Voici mon résumé de l'anime 2023 Kingdom of Ruin. Si mes récapitulatifs vous plaisent, pensez à vous abonner. L'histoire commence avec Dieu créant l'humanité, puis les sorcières. Dieu, bien plus clément que je ne le serais, a partagé son pouvoir avec les sorcières et leur a dit qu'à sa place, elles guideraient les humains sans défense. Les sorcières ont accepté et juré de se consacrer à aider les humains au nom de l'amitié. Mais aujourd'hui, les choses ont viré au cauchemar. On voit une foule d'humains ingrats prêtes à exécuter une sorcière, criant qu'elles ne servent à rien et qu'il faut les éradiquer. La sorcière souhaite qu'ils meurent tous, mais elle les devance. Ailleurs, notre protagoniste Adonis, apprenti sorcier, se plaint d'avoir les jambes en compote et fait une chaleur insupportable. Normal, on est en plein désert. Adonis s'énerve parce que la sorcière qui l'accompagne, Chloé, ne l'écoute pas. Elle le coupe pour lui demander de se taire. Il voudrait qu'elle utilise au moins la magie pour vérifier où ils sont, bien plus pratique qu'une vieille carte, mais elle le traite d'idiot et lui rappelle que la magie, ça ne se dépense pas comme ça. Le fan de cartes menace de le laisser derrière et s'emporte encore plus quand Adonis utilise simplement un appareil pour localiser leur position. Mademoiselle, je déteste la techno, est furieuse. Elle lui a dit 1000 fois de ne pas se servir de cet engin parce que ceux qui les traquent pourraient s'en servir pour les trouver. Adonis la calme en expliquant que ce n'est pas un objet bizarre, c'est un smartphone qu'il a conçu lui-même, donc on ne peut pas s'en servir pour les traquer. Notre petit nerd fier explique que son appareil utilise la convocation libre pour remplacer les ondes radio par des photons multidimensionnels, donc même la triangulation de l'armée ne peut les localiser et il n'a pas besoin de batterie. Le génie technologique fait remarquer qu'utiliser des cartes à notre époque, c'est ringard, mais Chloé ne bronche pas. La princesse, campée sur ses principes, dit qu'ils peuvent repartir, tandis qu'Adonis, très sérieux, lui demande pourquoi ils doivent sans cesse fuir. Le génie technologique fait remarquer qu'utiliser des cartes à notre époque, c'est ringard, mais Chloé ne bronche pas. La princesse, campée sur ses principes, dit qu'ils peuvent repartir, tandis qu'Adonis, très sérieux, lui demande pourquoi ils doivent sans cesse fuir. Si on y regarde bien, elle est plus ninja que sorcière. Son blague pourrie tombe à plat, alors ils font comme si de rien n'était et poursuivent leur route. En chemin, Chloé lui rappelle qu'il leur faut trouver un endroit tolérant envers les sorcières pour récupérer leur tranquillité, leur petite vie heureuse retrouvée. Il leur faut aussi une école pour lui, mais notre petit geek de la techno explique étonnamment que l'école craint et qu'il préfère continuer à étudier avec elle. Chloé le taquine sur son goût pour les femmes mûres, un peu trop malicieusement, puis ils repartent. Adonis se demande pourquoi Chloé ne s'énerve pas. Il déteste l'Empire Rouge où ils vivent et ce petit vilain voudrait éradiquer les humains par la magie. Soudain, il sent quelque chose approcher et des soldats annoncent au QG qu'ils ont repéré une sorcière en fuite. Adonis affirme sans peur qu'il s'occupera des humains répugnants, mais Chloé l'arrête, il est bien trop inexpérimenté. Chloé, qui mieux vaut qu'elle ait un tour dans sa manche après ça, commence par de la glace et un bâton apparaît dans sa main. Elle soupire en disant que les humains n'apprennent jamais et lance son sort. Ailleurs, un type habillé comme mon comptable s'excuse auprès de l'empereur Gut. L'empereur, moustache impeccable comme une œuvre d'art de toilettage, le traite d'incompétent, mais le costard explique que Chloé est une sorcière de haut rang qui manie la glace. Il insiste qu'une seule escouade ne suffira pas quand soudain un pied surgit de nulle part et le fait taire. Mon comptable se voit rappeler sa place et il proteste qu'il n'a rien fait de mal. L'empereur fait taire tout le monde et ordonne qu'on lui amène Chloé sur le champ, refusant de la laisser s'échapper. De retour au combat, Chloé prend la pose la plus stylée possible, visiblement épuisée après avoir terrassé ces humains pathétiques. Adonis, lui, ne dit rien, furieux que Chloé le bride toujours. Il s'écrie qu'il s'est lancé des sorts et s'étonne qu'elle ne le laisse pas combattre. Adonis pense qu'il aurait géré ses mauviettes sans souci. Il ne voit pas l'intérêt d'étudier la magie si elle ne le laisse pas s'en servir et il l'interrompt sans cesse pour répéter qu'il est trop inexpérimenté. Ce gamin cinglé la coupe en plein milieu en plantant une épée immense tout droit du ciel et lui demande comment l'une de ses élèves peut être jugée inexpérimentée. Chloé n'en tient pas compte et lui répond juste que s'il chouine trop, elle va se fâcher. Pourtant, Adonis en a tiré une conclusion. Il suppose qu'elle le traite ainsi parce qu'il est humain comme eux. Il pense qu'elle lui interdit de tuer les siens parce qu'elle est trop gentille. À cause de ça, peu importe la façon dont il la maltraite, elle réprime ses émotions pour qu'il n'affronte pas les humains, elle lui interdit tout combat, mais Adonis a atteint sa limite, il ne supporte plus de ne pas pouvoir la protéger. Il tente d'exprimer ce qu'il ressent, mais elle l'interrompt en disant simplement qu'elle ressent la même chose. Tandis qu'ils s'embrassent, un des humains empalés a un appareil qui confirme leur position, et soudain, ils se mettent à flotter. Chloé réalise, choquée, que les humains ont dû finir quelque chose. Elle fait remarquer que même les sorcières ne peuvent pas voyager physiquement sur de longues distances, et pourtant, c'est ce qui semble se produire.
Le toujours héroïque Adonis lui assure que tout ira bien et qu'il restera toujours à ses côtés. Un plan sur l'espace montre une technologie franchement déplacée, une station spatiale où l'équipage annonce que le transfert est pour l'instant un succès, les coordonnées de largage sont programmées et le compte à rebours commence. Sur Terre, l'empereur Goth prononce un discours, il retire sa couronne pour se rapprocher du peuple et commence en disant qu'il leur parle non pas comme empereur, mais comme homme. L'empereur, arborant la moustache la plus stylée, rappelle que l'humanité a toujours été protégée par la magie. Lors de catastrophes ou d'épidémies, on dépendait des sorcières, on les remerciait, on les vénérait et on les craignait à cause de leur pouvoir mystérieux. L'empereur Gowith juge cela injuste. Selon lui, les humains ne sont pas de simples faibles destinés à s'incliner devant les caprices des sorcières. Goth, capable de convaincre un chat d'acheter un chien rien qu'avec un discours, lui demande d'admirer les créations de l'humanité. Leurs innombrables dirigeables traversent le ciel et leur métropole ne craint aucune tempête. Les trains automatiques qui sillonnent leur ville ouvrent de nouveaux horizons. Et dans leurs mains, ils tiennent le fruit de leur sagesse, le smartphone, cet appareil pour jouer à des jeux mignons et mater des vidéos anti-sorcières. Il leur dit que les humains ne sont pas faibles. Même sans magie, ils savent façonner la nature et la dominer par leur force. Goth, avec son verbe mielleux capable de vendre du ketchup pour du smoothie à la tomate, annonce qu'il est temps d'exterminer les sorcières et de prouver qu'ils sont les maîtres du monde. Une fille au hasard complimente le maniaque génocidaire sur son discours assassin et il assure que le monde ira mieux une fois les sorcières éradiquées. À cet instant, un rayon de lumière frappe la scène. Adonis et Chloé ont été téléportés. Les deux n'en reviennent pas des horreurs que la foule leur hurle et s'irritent en reconnaissant que c'est l'empereur Goth qui les a amenés là. Le vaillant Adonis bondit aussitôt, criant à Chloé de fuir pour lui acheter du temps. Il est arrêté très vite et Gawith est écœuré de voir que ce garçon humain a été élevé par une sorcière. On découvre alors que Chloé n'est pas une simple perturbatrice. Furieuse, elle ordonne à Goth que s'il tient à son peuple, il lâche son jeune apprenti. Sans faire de menaces en l'air, Chloé déclenche un puissant sort de glace absolu et juge que le silence de Goth suffit pour réponse. Quelque chose de gros se prépare, alors Chloé s'adresse aux citoyens. Ils sont des humains comme Adonis, elle ne voulait pas les combattre. Si elle les détruisait, Adonis n'aurait plus de foyer où revenir. C'est pourquoi elle les a laissés vivre jusque-là. Mais ils deviennent trop dangereux, elle lance son sort et à sa grande stupeur, sa magie s'arrête net. Goth, impeccable dans son costume, explique qu'elle ne comprend pas le pouvoir scientifique acquis par les humains. On voit l'appareil de suppression photonique qui a anéanti sa magie, et la foule humaine rit aux éclats comme si c'était leur exploit. Comme fière, Gawith doute qu'elle ait jamais imaginé que l'humain qu'elle avait aidé la traquerait un jour. Adonis, refusant d'abandonner comme notre héros courageux, tente d'utiliser sa plume, sans comprendre pourquoi sa magie ne marche pas. Gawith dit que c'est l'heure pour des sorcières comme Chloé de céder le monde et lui donne une gifle en plein visage. Comme si ça ne suffisait pas, elle est complètement à nu et la foule commence à mitrailler avec des téléphones. Adonis, furieux de voir son maître humilié, jure de tous les tuer, mais est de nouveau arrêté. Il insiste malgré tout et ne peut que lui dire d'attendre, qu'il reviendra vite à ses côtés. Goth n'en peut plus du garçon et ordonne qu'on l'abatte d'une balle dans la tête. Chloé change alors d'attitude pour sauver le garçon et s'incline devant l'empereur, prenant toute la responsabilité sur elle. Il est comme eux, un humain. Elle ment en affirmant l'avoir enlevé et élevé comme esclave, un pauvre gamin misérable. Hors de son personnage, Chloé implore l'empereur d'avoir pitié, indifférente à son propre sort. Adonis, incrédule quand elle se propose comme esclave, prend une rage folle et griffonne frénétiquement au sol. Toute raison semble l'abandonner alors qu'il jure de tous les tuer. Gawith, sans se laisser émouvoir, braque une arme sur elle. Chloé, sentant le pire arriver, appelle Adonis calmement et le remercie pour tout. On entrevoit leur première rencontre. Elle avait recueilli ce gosse sans abri, en colère, et lui dit maintenant qu'elle est heureuse qu'il se soit trouvé. Elle commence à dire « Je t'aime », mais Goth, froid comme la mort, lui coupe la parole à jamais. Adonis, figé d'horreur, est horrifié et avant même que son corps ne tombe, les soldats achèvent la scène par une pluie de balles. Adonis supplie d'arrêter en vain. Leur vie commune défile dans l'esprit de Chloé. Elle se rappelle avoir été vraiment heureuse. La foule exulte et Goa conclut sa sentence en la décapitant. On apprend ensuite ce que Dieu a dit en partageant son pouvoir avec les sorcières. Que les humains, timides, pourraient en avoir peur, mais qu'il espérait qu'ils deviennent amis et apportent la paix éternelle au monde.
Cependant, si elles se détestent et se battent, les ténèbres du chaos pourraient engloutir le monde. Avec Chloé morte et Adonis consumé par une rage dévorante, la vraie histoire peut enfin commencer. On avance 10. 2 prisonniers se disputent à faute de la nourriture, mais une fille nommée Doroka leur propose la sienne pour calmer le jeu. Une des garces l'empoigne, mais Anna rappelle que Doroka avait déjà donné son repas à quelqu'un d'autre plus tôt. Doroka garde le moral et montre toute son énergie avec une danse étrange. Anna note qu'aussi avancée soit la technologie grâce à l'expansion des engrenages, les gens continuent de s'entretuer. Les guerres n'ont jamais cessé. Elle se rappelle qu'on lui avait dit que l'humanité serait heureuse une fois les sorcières éliminées, mais ça n'a pas marché. Anna, fidèle à elle-même, détend l'atmosphère avec un numéro de marionnettes digne d'un pro. Grâce à son spectacle, on comprend qu'elles sont prisonnières parce qu'elles ont perdu contre l'Empire. Doroka fait parler la marionnette pour rassurer Anna que tout ira bien. Juste alors, des soldats arrivent et appellent le numéro 218. Les autres marmonnent que ceux qu'on appelle ne reviennent jamais et Anna, paniquée, réalise que son numéro est le 218. Les soldats exigent que les prisonnières se dénoncent et Doroka s'avance sans peur. Doroka est emmenée, laissant Anna incrédule puisque c'était son numéro. Comme si ce n'était pas assez tragique, on voit que Doroka a laissé ses marionnettes avec leur numéro. On l'emmène dans un lieu où elle découvrira qu'elle deviendra esclave. Elle voit le sort de celle qui refuse et le geôlier, tout en extravagance, lui explique qu'elle doit servir l'Empire comme les autres. Il affirme que maintenir la prison coûte cher, l'argent des contribuables, la taxe de sang du peuple de l'Empire. Il lui demande qui a provoqué l'expansion des engrenages et l'essor explosif de la civilisation humaine, qui a utilisé science et puissance militaire pour vaincre les sorcières et rendre la dignité à l'humanité. Il répond lui-même « C'était eux, l'Empire de Redia ». Il est sûr qu'elle va valoir cher et se prend en selfie avec elle, mais regrette aussitôt quand elle lui mord le doigt. Doroka tente de s'évader et essaie d'ouvrir toutes les cellules avec le téléphone du geôlier. Malheureusement, leur technologie reconnaît la voix. Elle essaie de lui parler gentiment, sans succès, alors elle imite la directrice du centre au mieux. Par chance, sa voix féminine ressemble beaucoup à l'exubérante directrice et ça marche. Elle ordonne à tous les prisonniers de fuir et là, c'est l'anarchie totale. Au milieu du chaos, Doroka file vers une cellule très spéciale conçue pour une personne très puissante. Doroka est neutralisée, mais les soldats constatent que toutes les cellules s'ouvrent et que la situation devient catastrophique. À ce moment précis, les alarmes retentissent et la chambre commence à s'ouvrir. Les gardes paniquent en voyant l'imposant Adonis hors de lui. Il tremble et Adonis, d'une colère inouïe, brise ses chaînes. Un garde, la voix tremblante, signale que le prisonnier Milin est libre et veut en informer le chef. Il n'y a pas le temps, alors ils prennent la terriblement mauvaise décision d'essayer de le ramener dans la chambre. Ces idiots désespérés croient qu'entrer tous ensemble aidera, mais Adonis élimine l'un d'eux sur le champ. Sans un mot ni geste superflu, il achève les 2 autres avec une froide efficacité. Doroka, qui regrette sans doute l'absence de ses marionnettes, est pétrifiée et Adonis s'approche d'elle. Elle supplie Adonis de ne rien faire, mais une colère insondable le traverse et ses mots semblent ne plus rien atteindre. Il tire sur elle, mais on voit qu'il conserve une forme de clémence, seules les chaînes sont brisées. Une annonce prévient tous les gardiens que toutes les portes de cellules et cloisons des couloirs sont ouvertes. Ailleurs, le directeur Yamato, dont les lobes d'oreilles pourraient se voir depuis l'espace, demande à un blondinet de gérer la prison et l'autorise à s'armer d'équipements au-delà de la classe 5. Ce type parle beaucoup trop familièrement au goût de la vice-directrice Yuki et on le renvoie. Yuki jure de tuer ce blond un jour, mais Yamato la retient. C'est un cadre supérieur, tout comme elle. Le directeur Pancake et des lobes d'oreilles a confiance en ses capacités, mais sait que la prison est dangereuse. Sur place, le chaos continue et l'on signale à la directrice que même l'entrepôt des objets confisqués a été ouvert. Il n'en revient pas, la Roca a réussi à forcer l'authentification vocale de son téléphone et il est furieux qu'elle ait libéré la seule personne qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser filer. Pendant ce temps, on aperçoit Adonis perché sur un toit. Il teste ses pouvoirs en tirant une balle et invoque un sort écrit de type gain. Adonis, l'air concentré sur un seul objectif, clame que c'est l'heure d'achever chaque dernier citoyen. Au retour à la prison, le garçon blond, qui s'appelle en vrai Ikout, rapporte avoir fouillé tout le camp sans trouver la trace du garçon. On découvre que s'occuper du problème signifiait en fait éliminer tous les prisonniers et qu'un bâtiment a été touché par un obus énorme. Il partira dès que possible, mais décide d'abord de nettoyer la cause de ce fichu bazar. En ville, Doroka est complètement effondrée et se blâme d'avoir échoué à arrêter Adonis et provoquer la catastrophe à venir. Non loin, Adonis parcourt la ville et on voit que sa destruction fait la une.
On rapporte qu'un objet ressemblant à un énorme obus a frappé un immeuble. L'ampleur des dégâts reste floue. Ça pourrait être une attaque d'un pays voisin. Adonis continue d'errer en pensant que Chloé ne l'approuverait pas pour ce qu'il s'apprête à faire. Il imagine ces mots, insistant que la vengeance ne la ramènera pas à la vie. Elle a réussi à s'échapper, donc elle voudrait qu'il profite de la vie. Ces mots lui apportent un tout petit réconfort, mais des types agressifs, que le destin ne pleurerait pas trop, le traitent d'étranger lorsqu'ils le surprennent à se parler tout seul. Adonis reconnaît que 10 ans ont passé depuis la mort de Chloé, mais peu importe le temps, il n'effacera jamais ce qui s'est passé. Le regard dans ses yeux, sa voix, les mots quand elle lui a dit qu'elle l'aimait. Il avoue qu'il l'aimait aussi et commence alors à utiliser sa magie d'invocation écrite. La terre tremble sous la ville et cette fois Adonis a appelé un géant. La police ignore d'abord les appels signalant un géant jusqu'à ce qu'une voiture s'écrase contre leur bâtiment. Le conducteur est terrifié par quelque chose d'énorme, mais les flics, fidèles à eux-mêmes, ne le croient pas non plus. Et ce brillant détective, qui mérite sûrement une prime, conclut que le type est drogué et qu'on devrait simplement l'arrêter. Sherlock appelle la brigade des stupéfiants, mais réalise vite son erreur en voyant le géant de ses propres yeux. Il ravage la ville, mettant les gens en grand danger. Adonis se dirige alors vers le centre-ville en criant que l'empereur Goethe ferait mieux de ne pas tenter de fuir. Par l'empereur, Yamato est informé du robot géant. Il traverse le quartier des affaires et se dirige droit sur eux. Ils ne peuvent de l'arrêter. Toutes les tentatives pour joindre l'empereur ont échoué et la reine les avertit qu'il ne va pas bien. Le directeur Oreille Déployée décrète l'état d'urgence. Il demande soutien aérien et terrestre de tous les appareils disponibles et ordonne l'envoi de toutes les troupes blindées. Yamato s'émerveille du robot géant tandis qu'on apprend que le garçon et sa plume ont disparu de la prison. Le géant est manifestement alimenté par la magie. Pour la paire d'oreilles, avec un corps rattaché, ça simplifie les choses. Il suffit d'activer leur dispositif de suppression photonique magique. Cet appareil, mis à l'abri après l'extermination des sorcières, dort sous terre depuis 10 ans et on doute de son bon fonctionnement. Yamato confie l'affaire d'importance nationale à Yuki et l'état d'urgence est aussitôt déclaré. Le géant poursuit son carnage et la fureur d'Adonis n'épargne personne. Quelques chars arrivent pour arrêter la catastrophe, mais leurs tirs sont horriblement imprécis. Pour une raison inconnue, leurs obus déviennent, Adonis les traite de vermine, exige leur vie et un coup de poing du géant pulvérise un immeuble dont les débris anéantissent les chars. La dévastation massive montre clairement qu'Adonis a mis à profit ses 10 années d'enfermement. Il a vécu une simulation mentale sans limite, un laboratoire d'expérimentation scientifique pour trouver la méthode la plus précise d'exterminer une nation. Alors qu'Adonis continue son saccage, Yuki explique que la seule façon pour un non-sorcière d'utiliser la magie est la magie d'invocation par écriture. Une pratique qui comprend et systématise les mécanismes magiques en expression mathématique grâce à une plume spéciale. Mais la maîtrise n'aurait pas été possible sans un excellent professeur. Pour Adonis, aujourd'hui, ceux qui étaient là 10 ans plus tôt ou pas ne font aucune différence. Il attaque sans relâche. Il affirme que si tuer Chloé était le grand dessein de l'humanité, alors tous ceux qui vivent ici et profitent du pays sont aussi coupables. Adonis montre ensuite son pouvoir incroyable. Il invoque à volonté des armes, notamment d'énormes mitrailleuses, qu'il appelle la cloche de balle. Notre protagoniste vengeur veut rétablir la justice, œil pour œil. Il fait aux humains ce qu'ils ont fait à son maître et copie le geste. Il arrose une foule nombreuse de rafales. Le jeune homme qu'on a vu 10 ans plus tôt a visiblement été poussé au bord du gouffre. Les yeux pleins de larmes, sans plus de raison, il lève la tête vers le ciel et trouve une beauté glaçante dans le chaos qu'il a semé. Pourtant, quelque chose cloche. Visiblement déçu et encore bouleversé, Adonis voudrait se sentir mieux. À côté, on voit Ikao qui observe et on lui dit que l'incantateur est dans la paume du géant. Tous les corps armés apprennent que leur cible est une détenue de longue date, l'apprentie sorcière Adonis. L'assaut sur le géant commence avec une escadrille de chasseurs qui le mitraillent de missiles, forçant Adonis à s'en détacher. Sans retenue, les missiles continuent de pleuvoir, mettant les civils en grand danger. Un immeuble menace d'écraser un gamin récemment orphelin, mais Doroka surgit de nulle part pour le sauver. Elle laisse l'enfant à un inconnu et dit qu'elle part stopper Adonis. Sur le toit voisin, Adonis admet qu'il est hors de forme et des soldats commencent à descendre sur lui. Au château impérial, l'empereur Gowit a conservé sa moustache impeccable mais pas sa santé.
Gravement malade, il est rassuré par la reine qui lui dit de ne pas se faire de soucis et que l'Empire ira bien. Repose-toi, lui assure-t-elle, tu as fait un excellent travail pour fortifier l'Empire. L'empereur de Saint-Paris attribue à la reine sa ténacité et la force qu'elle lui apporte. Pourtant, il tousse si fort qu'on dirait qu'il va se défaire les entrailles et l'on apprend qu'il souffre d'une maladie incurable. Cet alpha suprême, baraqué à souhait, lui lance qu'il n'a pas besoin de médecin, qu'il va très bien, tout en tenant nonchalamment une poignée de son propre sang, et Gawith en vient à se demander si sa maladie n'est pas une malédiction. Peu importe, il refuse de se repentir. Ils ont bâti une civilisation hyper scientifique et ont brûlé leurs voisins, les sorcières, au nom du progrès. Le monde et l'humanité ne pouvaient non pas avancer tant que les sorcières existent. Pendant qu'il se raconte son petit discours rassurant, on voit qu'Adonis n'a pas besoin de paroles et continue de réduire la population. Gawith explique que l'humanité doit tracer seule sa propre voie. La nouvelle ère n'a pas besoin de magie qui, au pire, ne ferait que la gêner. Une chose lui paraît certaine, il a fait ce qu'il fallait. Il commence à pleuvoir et Goth révèle que sa moustache n'est pas son seul adoucissement en murmurant à sa reine qu'elle est une fleur née sur le chemin du chaos. Ailleurs, Yamato est abasourdi d'apprendre que leur unité d'élite a été anéantie, mais ce qui surprend encore plus, c'est qu'un civil s'approche maintenant de la cible. On voit ensuite Adonis étrangler un soldat qui, semblant cherchant la mort, lui dit qu'on aurait dû l'achever il y a 10 ans avec cette sorcière. Adonis, avec des yeux parmi les plus glaciales qu'on puisse voir, admet qu'on aurait dû le tuer et avoue même qu'il l'aurait souhaité. Avant qu'il ne puisse calmer d'autres frustrations, Doroka arrive pour... Elle le supplie d'arrêter sa folie. Il a déjà ôté la vie à tant de citoyens de cet empire. Elle demande s'il n'en a pas assez et explique qu'elle ne veut plus voir d'innocents mourir. Le mot « innocent » le fait totalement basculer et sous ses yeux, il ôte la vie aux soldats sur le champ. Doroka a commis une grave erreur. Lui dire que ces gens sont innocents vient de réveiller quelque chose en lui. Il était confus, mais il décide maintenant que, radieux ou non, tous les humains sont ses ennemis, des sujets à exterminer, même s'ils sont prisonniers. Doroka ne montre aucune peur et lui rétorque que Chloé ne voudrait pas de ça. Elle tente stupidement sa chance en évoquant encore Chloé et ça met Adonis hors de lui. Il rappelle à ses déchets humains de ne pas prononcer le nom de Chloé à la légère. Il suppose que Doroka n'est là que pour le distraire jusqu'à la prochaine vague de soldats. C'est exactement le genre de tactique que les humains utilisent, toujours des coups bas comme autrefois. Il est convaincu que les sorcières n'auraient jamais perdu face aux humains sans leur vilain. Il lui dit de rester en dehors de ça, qu'elle n'y connaît rien, sauf que Doroka en sait beaucoup plus qu'il ne croyait. Son nom est Adonis, nom que la plus grande sorcière du monde donna à son élève bien-aimé. Elle le frappe au cœur en affirmant que c'est connu de toutes les sorcières comme elle. Adonis n'en croit pas ses oreilles un instant. Elle commence à se présenter, mais il repart dans une colère. Il est sûr qu'elle se joue de lui et il rappelle que toutes les sorcières sont mortes. Il ordonne à cette humaine de ne plus jamais parler des sorcières, mais elle explique qu'elles ont survécu aux chasses. Tourbillon d'émotions, Adonis demande avec rage « Si elles ont survécu, pourquoi n'ont-elles pas sauvé Chloé ? Pourquoi l'avoir laissée mourir ?» Elle s'excuse sans cesse et dit qu'elles étaient à toutes désespérées de fuir. Adonis refuse d'entendre des excuses et lui rappelle qu'il est trop tard. Chloé est déjà partie. Doroka le laisse incrédule en affirmant que Chloé reviendra. Elles la ramèneront à la vie. Adonis prend ça pour une insulte et se prépare à lui ôter la vie pour ses mensonges absurdes. Elle le supplie et avoue s'être infiltrée dans le pays pour le sauver afin de ramener Chloé. Elles ont besoin de ses souvenirs d'elle. Elles ont besoin qu'il ressuscite Chloé. Adonis n'écoute presque plus, invoque une épée et répète qu'il mettra fin à tout. Il la tuera et quiconque se dressera contre lui, il anéantira ceux qui le défient et tous ceux qui parlent de Chloé. Doroka décide que si c'est ce qu'il lui faut, elle donnera volontiers sa vie pour le satisfaire. Elle dit être juste heureuse de l'avoir rencontré et Adonis se rappelle ces mêmes mots dits par Chloé. Il s'effondre en larmes, sa quête de vengeance s'interrompant un instant, éclairé par une maigre lueur d'espoir. Adonis ne sait plus quoi croire, mais sait qu'il veut Chloé à tout prix. Il demande à Doroka si c'est vraiment possible. Elle le rassure que oui, lui demande de la suivre et promet qu'il n'est pas. Adonis, passant de la vengeance à un ultime espoir, tend la main, puis reste figé quand Doroka se fait tirer dessus. C'est Ike dehors, déçu seulement de ne pas avoir pu toucher les deux. On voit ensuite un aperçu du passé récent, la ville envahie. Doroka ne peut que regarder, impuissante, sa maison se faire détruire. Ses voisins sont éliminés les uns après les autres, et contre toute attente, Maya est
Maya n'a aucune idée de ce qui s'est passé et explique que les humains ont attaqué d'un coup. Doroka ne comprend pas, elle qui dit qu'il vivait en paix avec eux jusqu'à récemment. Elle veut retourner la situation comme par magie, mais Maya explique qu'ils ne peuvent pas. Les humains ont apporté une machine qui étouffe leur pouvoir. Maya dit à Doroka de fuir et d'aller prévenir quelqu'un nommé Ophélide qui pourrait aider. Doroka veut emmener Maya sans se rendre compte que Maya a un énorme trou dans le dos, comme le Grand Canyon. Elle ne tiendra pas debout, encore moins ne fera le voyage. Maya lui indique le chemin jusqu'à la maison d'Ophélie et on découvre enfin l'origine de la grande marionnette chevalier qu'elle gardait en cellule. La plaie béante dans son dos ne l'empêche pas d'offrir une dernière représentation et, via la marionnette, elle dit à Doroka qu'elle est une fille. Cette vraie showwoman cache la douleur de sa blessure, durcit sa voix et intime à Doroka de fuir au plus vite. Personne ne pourra la rattraper, elle y sera avant même de s'en rendre compte. Doroka prend la marionnette et se met à courir pendant que Maya fait ses adieux. Elle sait qu'il ne faut surtout pas se retourner et fonce au maximum, tandis que des soldats retrouvent Maya pour achever ce qu'ils ont commencé. De retour au présent, Adonis est aux côtés de Doroka, qui vient d'être touchée. Il la supplie de ne pas mourir et lui demande, désespéré, comment ramener Chloé d'entre les morts. Elle murmure quelque chose sur les sorcières qu'on n'entend pas, puis il doit s'éloigner vite lorsque des balles s'abattent sur elle. Cerné par les soldats, la rage d'Adonis semble sans fin. On joue avec ses espoirs. On lui a laissé croire qu'on pouvait ramener Chloé sans lui expliquer comment. Les soldats s'apprêtent à l'exécuter et l'imbécile qui a tiré sur la fille qui allait aider Adonis annonce prématurément à Yamamoto qu'Adonis est mort. Pourtant, on voit qu'Adonis a ramassé sa plume. Il dit aux humains de ne pas se croire malin. Les soldats l'observent alors préparer son attaque et ce n'est qu'après quelques secondes qu'ils décident finalement de tirer. Ces types tirent toutes leurs cartouches, mais ça ne sert à rien, elles ricochent contre la barrière magique d'Adonis. Yamato entend la bagarre à des kilomètres et n'aime pas du tout ce qui se passe. Quand Adonis a fini de faire la démonstration, il renvoie les balles contre les soldats et les achève. Adonis n'a même pas transpiré en éliminant tout le groupe, il n'en laisse qu'un, Chauve. Ikaoud n'a pas juste regardé, il croit malin de tirer sur Adonis. Ça fait beaucoup de bruit pour rien, la balle ne fait rien et Eiko est abasourdi qu'Adonis l'ait arrêté aussi facilement. Adonis applique sa magie d'invocation écrite sur la balle déjà énorme et la gonfle encore. Eiko réalise enfin son erreur, trop tard. Adonis ordonne qu'il meure et renvoie la balle. Tirer sur Doroka devant Adonis, c'était déjà lourd, mais tirer sur Adonis, c'est avéré pire. Hécate n'est plus que 2 jambes, Adonis traite les humains d'insectes impuissants et se moque d'eux pour avoir cru qu'ils avaient une chance. Adonis s'adresse aux pauvres survivants et se demande si les humains pensaient vraiment qu'il les laisserait vivre après avoir tué Chloé. Tout le monde observe depuis le QG des lobes d'oreilles pendant qu'Adonis jure d'effacer chaque humain de la surface. Il promet de leur faire ressentir le désespoir de Chloé. Yamato est totalement impuissant maintenant et espère juste que Yuki pourra accomplir sa mission à temps. On voit alors Yuki, admiratif devant le joyau scientifique qui avait autrefois vaincu les sorcières. Une fois activé, il pourra supprimer la magie d'Adonis. On apprend aussi que Yamato est en fait son grand frère. Heureusement pour elle, ses lobes cartoon ne semblent pas héréditaires, mais elle espère que démarrer la machine la rendra utile à son frère. Yuki presse ses hommes de commencer, mais ils sont interceptés par une des 4 agences nationales de l'Empire Ready, l'Agence nationale des sciences. La directrice Theta dit qu'elle savait que la bourrue sécurité arriverait et reconnaît à quel point Yuki a mûri. Yuki est choquée de voir Theta là, et on remarque que si Yuki n'a pas de lobe, elle compense avec d'énormes sourcils. Theta refuse qu'ils activent l'appareil et Yuki exige des explications. De retour au QG, Yamato enroule son téléphone autour de son énorme lobe pour répondre à Yuki, mais il est stupéfait d'entendre que c'est en fait Theta. Yamato lui dit qu'il n'a pas le temps, qu'ils sont pressés, mais il écoute quand même car ce qu'elle dit est capital. Le bidule photonique magique ne peut pas être... La science, c'est le travail humain qui éclaire le monde. Ils ont beaucoup appris, mais il reste des mystères, notamment les particules émises par l'appareil. Elle évoque la maladie qui a frappé les soldats des chasses aux sorcières il y a 10 ans, la dysfonction cellulaire. Ils ne peuvent pas l'affirmer à 100%, mais ils pensent que ces particules attaquent le corps humain et que l'appareil tue les cellules. Yamato n'en avait jamais entendu parler, et les données expliquent pourquoi, on l'avait caché. Malheureusement, pour ces humains stupides, il n'y a plus de sorcières pour restaurer l'équilibre naturel. L'atmosphère qui aurait filtré ces rayons nocifs a disparu, la nature est retombée en disgrâce. Dans l'état actuel des choses, une forte exposition détruirait un corps humain. Yamato est plus choqué que jamais.
Il réalise que cela pourrait expliquer la maladie de l'empereur Goethe. Un rapide retour sur le combat montre Adonis riant comme un fou, stoppant sans effort les balles de soldats, et le même sort leur arrive. Ils perdent vite la bataille, Yamato s'en rend compte. Teta ordonne à Yuki de retourner à la capitale, mais Yuki file vers l'appareil. Elle pense qu'on ne peut pas s'inquiéter des maladies quand la magie menace et se souvient que son grand frère lui a confié. Teta ordonne l'évacuation et supplie Yuki de ne pas activer l'appareil. Même une petite exposition pourrait avoir de graves conséquences. Yuki n'écoute rien, affirme que sa mission est d'intérêt national et la jeune fille désespérée active l'appareil. En ville, Adonis continue de rire comme un maniaque, mais il est stupéfait quand sa magie s'arrête. Au QG, on voit qu'Adonis fait tomber sa plume et Yamato demande désespérément où est Yuki. Teta lui dit que ce n'était rien, mais on voit qu'elle et Yuki sont gravement blessés. Pendant que Teda éteint l'appareil, Yamato veut désespérément savoir ce qui s'est passé et Teda lui rappelle de rester concentré sur la tâche devant lui. Elle se demande si Adonis est vraiment quelqu'un qu'on ne peut vaincre sans supprimer la magie et lui demande s'ils ont vraiment tant de mal contre lui. Il se rappelle que son devoir est d'exterminer vite ceux qui menacent l'Empire et elle déclare fièrement qu'ils sont Redia, l'Empire indestructible. Yamato, inspiré, ordonne à toutes les unités d'attaquer. Adonis s'envole pour récupérer sa plume, mais il est trop tard. Les soldats sont déjà prêts à tirer. Une carène furieuse se met en travers et s'emporte contre Adonis d'avoir blessé leur nation. Un immeuble s'effondre entre eux et les autres soldats, mais cette carène n'en a rien à faire et dégaine sa lame thermique. Adonis se demande s'il va enfin mourir et se réjouit de retrouver Chloé. Le militaire n'y va pas par 4 chemins et lui tranche la tête d'un coup. Les autres soldats n'y voient plus rien, mais la fille ne finit par émerger de la fumée avec la tête d'Adonis en déclarant qu'elle a mis fin à l'apprentie sorcière. Tout le monde fête ça, elle est portée en héroïne. Au quartier général, on exulte aussi et Yamato pousse un soupir de soulagement. Il félicite ses troupes mais les avertit de ne pas encore célébrer. Ils doivent encore récupérer le corps et confirmer les dégâts dans chaque secteur de la ville. On informe Yamato que la soldate qui a neutralisé Adonis est une recrue des fantassins blindés. Son adjoint veut enquêter, mais Yamato lui demande de laisser tomber. C'est plus important de vérifier l'état de la directrice Teta et de la vice-directrice Yuki. Le fier Yamato conclut que Teta avait raison. Leur nation est forte, pourtant Teta n'était pas assez forte, son corps déchiqueté est emporté, tout comme Yuki. Pendant ce temps, l'empereur Goethe entonne un de ses discours légendaires, avec des tuyaux branchés partout pour l'empêcher de s'arrêter. Il annonce que la magie a d'une manière ou d'une autre survécu et que les abominables sorcières subsistent encore. L'enfant qu'ils avaient arraché aux mains des sorcières il y a 10 ans est lâché sur le monde, et c'est le pire des scénarios. C'est le prisonnier de longue peine et apprenti sorcier Adonis. Bien que humain comme eux, Adonis est un vestige du terrible ancien monde envoûté par la magie. Gawith, expliquant à quoi ressemblerait un appareil de survie qui a besoin d'un autre appareil de survie, précise que même après 10 ans, ils n'ont pas pu comprendre comment un humain pouvait user de magie. Gawith avoue qu'il se hait d'avoir laissé Adonis vivre, mais rassure la population en rappelant que l'Empire de Redia est le sommet du monde. La science qu'ils possèdent et leurs troupes de fer ne céderont devant aucun mal. Gawith, qui en impose désormais autant qu'une station de charge USB, conclut en disant à son peuple d'être fier d'être né humain dans l'Empire de Redia et affirme que l'ancien monde est révolu. Dieu est mort et leur nation est désormais Dieu. Dans une école quelconque, on voit une fille qui regardait le discours sur HMTube. La prof reconnaît que ça n'a pas été facile, quelques élèves sont morts et une plante sur un bureau sert de souvenir pour l'un d'eux. Le chouchou de la classe demande pourquoi l'apprenti sorcier a rejoint les sorcières s'il était humain, mais la prof n'en sait rien. Cours terminé, tout le monde veut probablement filer d'ici. Une rousse est accostée par une autre fille qui dit l'avoir vue. La rousse comprend tout de suite de quoi il s'agit, mais se défend en jurant que sa réaction était normale dans cette situation. L'autre part, mais la rousse espère quand même qu'elle se casse la figure et disparaisse du bâtiment. La rousse s'appelle Eri. Elle se rend sur le lieu du désastre, furieuse contre l'Empire qui n'a pas fait son travail pour protéger la population. C'est elle la fille dont le petit ami implorait de l'aide. Elle a hésité à le secourir et a fini par fuir pour sauver sa peau, le laissant se demander pourquoi elle l'a abandonné juste avant d'être écrasée. Elle se sent coupable de l'avoir laissé et pire encore d'avoir été attirée physiquement par un type qui utilisait la magie. Un homme la surprend et elle devine aussitôt qu'il travaille pour le gouvernement. Elle tente d'effacer la photo d'Adonis sur son téléphone, mais l'homme la rassure, il gardera son secret. Il affirme que l'apprenti sorcier est le criminel abominable responsable de la catastrophe, mais qu'il ne la dénoncera pas.
Eri s'excuse et s'en va. On découvre vite que ce type s'appelle Oz Gorgeous, un salaud double face. Il appelle pour donner l'emplacement exact de la jeune fille, explique qu'elle a été influencée par le terroriste et ordonne. Il veut que le Bureau de sécurité nationale décide de son sort, mais il est sûr qu'elle sera exécutée ou emprisonnée pour trahison. Il se plaint qu'inspecter la zone sinistrée épuise, puis on lui dit que la vérification finale. Oz décide de rentrer à la base et dit au téléphone à la fille Charmy de lui faire un câlin et un baiser à son retour. Charmy, visiblement agacée, exige que le chef Oz traite sa demande de mutation pour qu'elle puisse foutre le camp. Elle en a marre de faire des heures sup tous les jours et d'un patron qui abuse de son pouvoir et la harcèle. Changeant de sujet, elle annonce qu'une analyse incroyable vient d'arriver et demande à Oz de revenir. On voit qu'Adonis est là. Elle révèle sous le choc que le corps qu'ils ont capturé est un faux et on découvre Adonis qui se réveille ailleurs. On l'entend hurler de douleur tandis que plusieurs femmes le maintiennent. On s'inquiète, sa température, son rythme cardiaque et sa tension montent en flèche. Son cœur ne tiendra pas longtemps et, je te l'avais dit, en profite pour dire qu'un humain ne résisterait pas au transfert d'eau. Métamophilia arrive pour calmer tout le monde et tente de ramener Adonis à lui en stimulant son cerveau. Elle plonge directement et Adonis commence à revivre des souvenirs, mais il appelle évidemment sa bien-aimée Chloé et se souvient qu'il n'est pas vraiment mort. Il voit ces faux morceaux de corps éparpillés et entend une soldate dire « Magie de duplication annulée ». Adonis n'y comprend rien et la Karen se révèle être Anna, la fille qui a infiltré le pays avec Doroka. Tout a été orchestré pour ramener Chloé à la vie, donc Anna est là pour sortir Adonis de là. Adonis veut en savoir plus sur Anna, mais pas le temps d'expliquer. Elle fait emmener Adonis par Ophélia. La magie fait mal, mais le met en sécurité et Anna s'excuse auprès de son amie défunte, Doroka. Adonis se réveille dans cet endroit étrange et la vieille Ophélie le remercie d'avoir combattu pour eux. Notre garçon, forcément blasé et méfiant, ne croit plus personne, mais Ophélie révèle qu'il est désormais dans la nation des sorcières où sa marque capillaire peut en agir. Notre garçon se fait traîner un peu partout parce que ses jambes ne répondront pas et en profite pour mater le potentiel harem. Certaines sorcières ne semblent pas savoir qu'il ne faut pas le titiller. Elle lance de que Chloé serait ravie de le voir se rétablir si vite. Heureusement pour elle, Adonis ne pète pas un câble en entendant le nom de Chloé. Au contraire, il est content qu'elle la connaissait quand elles étaient jeunes et il sourit sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Il lance en rigolant à celle qui le pousse qu'il marche très bien, mais Ophélie explique que l'influence humaine a ici. Elle ajoute que le chemin qu'il a pris pour arriver là dépasse tout ce qu'il peut imaginer, que son corps a subi trop de stress. Ophélie prend alors une grande inspiration comme pour humer un citron et Adonis veut juste savoir ce qu'elle lui a fait. Elle explique qu'elle l'a simplement invitée et révèle qu'elle connaissait Chloé comme toutes les sorcières de la nation. Ophélie dit que Chloé était plus forte, plus maligne, plus joyeuse et plus gentille que toutes. Pourtant, elle a été chassée de la nation des sorcières. La colère d'Adonis remonte quand il accuse Ophélie d'avoir été celle qui l'a exclue pour avoir enseigné la magie à un enfant humain. Ophélie est étonnée que Chloé lui ait raconté ça, mais Adonis avoue qu'il l'a deviné. Ophélie explique alors combien la magie est cruciale pour les sorcières, symbole de l'amitié et de la dévotion que Dieu leur a donnée pour guider l'humanité. Cette dame joue vraiment avec le feu en affirmant que la magie n'est pas quelque chose qu'on doit enseigner à un humain. Chloé a pris un apprenti humain et elles n'ont pas compris ses intentions. Le regard d'Adonis se durcit et Ophélie précise qu'à l'époque, toutes les sorcières ont supplié Chloé d'abandonner son avenir. Ophélie se remémore avec émotion que Chloé disait toujours poliment non. Adonis s'en moque et demande à la vieille si elle a fini ses souvenirs. Elle a fini, mais on ne la cherche pas trop puisqu'elle sort la plume qui appartient au garçon. Adonis essaie désespérément de l'attraper et, comique, ordonne à une fille de se pousser alors qu'elle ne le gêne pas du tout. Le karma le rattrape quand son corps lâche et Ophélia analyse la supplique. C'est une plume de phénix enchantée ornée de vagues et d'un œil de dragon rouge. Elle la rend à Adonis et on comprend que Chloé la lui a fabriquée quand il l'a entre lui. Adonis veut savoir si on peut vraiment ramener Chloé d'entre les morts. Ophélia dit que les sorcières ne mentent pas, son espoir renaît. Puis, regard au ciel, surprise. Notre gars n'est même plus sur Terre, on dirait. Ophélia explique que la Terre isolée des sorcières est hors de portée des humains. Ils y sont arrivés il y a 10 ans et c'est redevenu un havre pour sorcières. C'est la nouvelle nation des sorcières, Luna Milia.
Adonis enfile une combinaison spatiale pour mieux voir et on découvre que les sorcières n'ont apparemment pas besoin d'oxygène. Elle raconte que la science a révélé la vraie nature humaine et se demande si Dieu a fait la terre ronde pour que les idiots ne voient pas trop loin. Adonis refuse d'accepter ça. Ophélia lui montre leur cimetière des sorcières et fait un petit discours sur l'obsession humaine pour les maximes et comment le roi croyait vraiment que les sorcières corrompraient l'humanité. Ça déraille quand elle l'emmène voir un arbre nommé Mytho qui engendre apparemment les sorcières. C'est la première fois qu'Adonis s'en voit un. Il dit que Chloé détestait parler de ses origines, probablement parce qu'elle serait née d'un arbre comme une pomme. La situation empire pour ses fantasmes. Toutes ses ambitions d'avoir le plus grand harem de sorcières s'effondrent quand Ophélia explique que les sorcières sont unisexes, pas de couple reproducteur comme chez les humains. Elles naissent des arbres, comme des fruits contenant le pouvoir divin. Cet arbre est le dernier ramené de la surface de la planète. Les humains ont brûlé tous les autres mythos, c'est le seul capable encore de donner vie et de régénérer des sorcières. Le mot « régénérer » fait germer des idées chez notre gars qui pense que Chloé pourrait être dans une de ces sphères d'arbres. Ophélia précise que pour l'instant c'est juste une sorcière en attente de naissance et qu'elle a besoin de sa force pour redevenir Chloé. Ceci demande beaucoup d'explications et la dame ne déçoit pas. Elle commence en disant que la magie, c'est rendre les pensées d'une personne tangible dans le monde matériel. La magie d'invocation par écriture d'Adonis, selon sa maîtrise, peut donner forme à n'importe quelle idée. Elle prend la mémoire en exemple et dit que la mémoire... Si Adonis pouvait sceller ses souvenirs de Chloé dans ce fruit, peut-être trouverait-il ce qu'il cherche. Au fond, Adonis est la clé de la résurrection de Chloé, alors elle lui dit de la prévenir quand il sera prêt. Adonis prend un instant pour digérer tout ça, il n'en revient pas que sa magie ressuscitera Chloé. À ce moment-là, Anna surgit de nulle part, furieuse, et lui demande s'il a quelque chose à dire. Adonis croit qu'elle attend un merci, mais ça la met encore plus en colère. Les larmes aux yeux, elle lui rappelle que Doroka est morte pour lui. Adonis paraît vide d'émotion et répond simplement que ce problème. Il lui rappelle que c'est eux qui ont tout prévu, donc qu'ils ne doivent pas déverser leur colère sur lui. Annie est folle de rage quand Adonis s'éloigne, accusant les humains d'égoïsme. Elle s'étonne qu'on ait risqué la vie pour quelqu'un comme lui, ce qui énerve complètement Adonis. Il a une réponse et explique qu'il connaît la vraie raison de leur sauvetage. Anna est choquée, Adonis lui dit d'arrêter de faire l'innocente. Et vite, on découvre que cet animé a plus de rebondissements qu'une usine de bretzel quand on apprend ce que Doroka lui de mourir. Elle avait, à la surprise générale, révélé que les sorcières comptaient utiliser Chloé et lui avaient ordonné de fuir la nation des sorcières avec elle. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Adonis note que les sorcières survivent dans des environnements extrêmes sans protection, donc elles n'avaient pas besoin d'un si complexe. En réalité, ce complexe est une cage pour garder des humains. Notre petit Sherlock en a déduit que les sorcières prévoient d'enlever des esclaves et des enfants grâce à leur transfert hétéro. Puis elles leur enseigneront l'invocation par écriture et les feront combattre pour elles. Les sorcières sont en voie d'extinction et cherchent des soldats de rechange. Notre détective sait que seule Chloé peut fabriquer des plumes Calame, voilà pourquoi elles veulent la ressusciter. Adonis s'éloigne avec l'assurance d'un patron, mais Anna le rattrape en courant. Elle se demande ce qu'il va faire de cette info et le supplie de les aider. Adonis avoue qu'il compte quand même ressusciter Chloé. Ça n'a pas changé, c'est un vrai mouton. Il a toujours suivi la volonté de Chloé. Si elle les rejette, les sorcières deviendront ses ennemies aussi. La cérémonie commence bientôt et Adonis invoque par écrit une magie appelée souvenirgique. Ces souvenirs se réfugient dans la sphère arbre et on en voit certains. C'était bien plus simple avant. Adonis, gamin capricieux, et Chloé, sa tendre gardienne, elle restait bouche bée en le voyant connaître toutes les constellations, se demandant si prodige. Elle se rend compte qu'elle est celle qui lui a tout appris et plaisante en se demandant si ça fait d'elle une déesse. Ils en rigolent et Adonis pense qu'il n'échangerait pas ces moments pour rien au monde. D'autres souvenirs affluent et il revit le jour où il a vu Chloé cicatrice. Elle le taquinait en le traitant de pervers et il lui répondit qu'il irait monter la garde. À cet instant, la Chloé d'habitude si forte craque et remercie Adonis d'être resté, avouant qu'elle ne pourrait pas vivre dans ce monde. Il dit alors qu'il ne peut plus vivre seul non plus et lui avoue son amour. Adonis s'imagine Chloé devant lui disant merci tandis que la cérémonie s'achève, mais surprise, la sorcière ressuscitée n'est pas Chloé, c'est Doroka. Adonis savait que les sorcières mentaient et ne cherchait qu'à ressusciter Chloé pour des raisons égoïstes. Il veut revoir Chloé plus que tout,
mais pas si elle doit devenir un jouet pour les sorcières ou une cible pour les humains. C'est pourquoi Adonis décide de ne pas ramener sa précieuse Chloé à la vie. Il refuse qu'elle souffre de nouveau, il comprend qu'il n'y a pas de place pour un ange comme elle dans ce monde pourri. Ophélia est bouleversée quand elle réalise qu'Adonis a réécrit le rituel et tous les spectateurs restent muets quand Doroka sort de l'arbre. La raison d'Adonis est d'une simplicité cruelle. Il ne voulait pas laisser sa dette impayée. Doroka, à nouveau vivante, est bien sûr stupéfaite d'être de retour à Luna Milia après sa blessure, mais ce qui la contrarie le plus, c'est d'être sans vêtements. Elle s'excuse qu'Adonis ait dû voir quelque chose d'aussi sale et révoltant et le supplie d'effacer ça de sa mémoire. Heureusement pour elle, Adonis a un vêtement à lui prêter et lui dit simplement que ça annule tout, qu'ils sont quittes maintenant. Bien sûr, Ophélia est furieuse qu'il n'ait pas ramené Chloé alors qu'ils ont tout fait pour l'aider. Ils ont risqué leur peau pour le sauver, pansé ses blessures et garanti sa sécurité pour qu'il ramène corps. La foule de sorcières de Lartu se retourne vraiment contre lui après qu'il a ruiné tous leurs efforts. Elle décrète que c'est juste un humain et qu'il n'aimait pas vraiment Chloé. Bien sûr, elle pense qu'il a choisi Doroka et accuse Doroka de l'avoir séduit et d'avoir mis des idées dans sa tête. Ces sorcières commencent sérieusement à l'agacer, il les réduit au silence et explique calmement que la décision de ne pas ressusciter Chloé vient de lui seul. Ophélia, la vieille sûre d'elle, se marre, elle n'est clairement pas impressionnée. Elle se prépare à attaquer Adonis en lui rappelant qu'il n'est qu'un humain, mais est stupéfaite quand des particules étranges apparaissent. Adonis révèle qu'il a été longtemps emprisonné par les humains et sort, étonnamment, un dispositif de pistage implanté dans son corps. Il proclame qu'il va anéantir l'humanité et qu'il ne veut pas que ces sorcières traîtresses se dressent sur son chemin. Il détruit la puce et, de manière choquante, l'arbre mytho s'enflamme aussitôt. C'est Yamato qui a fait ça, lui qui n'aurait jamais deviné tout seul qu'il restait un arbre sorcier. Yamato cache ses énormes lobes et montre ouvertement son mépris pour les sorcières en les traitant de dernières représentatives d'une race malfaisante. Il compare elle et l'apprenti sorcier Adonis à des rats en cage. Adonis fait semblant d'être offensé, rappelant qu'il les a invités et appelle froidement l'endroit un cimetière en prévision du massacre à venir. Une sorcière courageuse appelle sa chère chef Ophélia et lui promet de sauver l'arbre mytho. Elle lance un sort d'eau pour éteindre les flammes, mais en paie le prix fort. Ophélia, voyant le danger mortel, invoque une sorcière nommée Santa Maria pour les équiper tous Power Rangers. Ophélia reste sûre d'elle et ordonne à tout le monde de se préparer au combat. Adonis va utiliser une invocation écrite, mais Yamato, qui connaît le danger, l'attaque illico. Adonis se sert de sa magie pour faire tirer à Yamato son propre pistolet, et notre gars vide littéralement le chargeur sur lui. La combinaison de Yamato tient le coup pour l'instant, mais des alertes sonnent dans le casque, les dégâts augmentent vite. La haine d'Adonis envers les humains ne faiblit pas, il exige que Yamato se relève, il prévoyait de l'achever. Juste à ce moment, Doroka parvient à capter son attention et il ne peut que se demander ce qu'elle veut. Les autres sorcières s'occupent droit des soldats en montrant un spectacle magique incroyable. La sorcière croque de venin balance une attaque serpent folle qui envoie plusieurs types au tapis pendant qu'une autre les emprisonne dans des cristaux. La sorcière est simple, utilise des 1000 pattes pour perforer d'autres gars avec un sort qu'elle appelle l'hôtel humain. Les sorcières ont clairement l'avantage et Ophélia n'a même pas encore montré toute l'étendue de ses pouvoirs. Quelques soldats tentent de se préparer, mais ils ne sont pas du tout prêts pour ce qu'elle leur réserve. Ophélia soulève ses types du sol et tout ce qu'ils réussissent à balbutier, c'est Nani, tandis qu'elle détourne leurs balles sans effort. Elle rassemble plusieurs d'entre eux en boule, façon viande humaine, puis lance un sort, le jeu de la mort, qui les écrase. Ophélia, sûre d'elle, n'y va pas avec le dos de la cuillère et se moque de la faiblesse humaine, les comparant à des bébés. Elle pense la victoire acquise, mais visiblement elle n'a pas regardé autour d'elle. Une autre escouade humaine arrive et a déjà abattu la Harry Potter féminine. Malgré tout, la confiance d'Ophélia reste de marbre. Il semble juste que les humains veulent les submerger en nombre. Ailleurs, les humains observent la scène et se demandent comment tant de sorcières peuvent encore être debout. On aperçoit Theta, mais elle n'a plus que quelques mois à vivre à cause des radiations du bidule anti-magie. Le directeur du bureau exige des explications et elle commence par leur montrer un appareil de transport que les humains avaient conçu autrefois. D'après les images, il est clair que les sorcières ont capturé l'appareil et utilisé la science humaine pour s'envoler au-delà des cieux. Le professeur X est furieux en apprenant que les sorcières ont camouflé toute leur base lunaire par magie et il rappelle que l'Agence nationale des sciences reçoit un budget colossal chaque année, donc ça n'a dû se produire. Les gens pensent que les guerres d'extermination des sorcières se sont terminées il y a 10 ans, donc cet échec lui coûtera plus que la vie. Le directeur Shiro, le plus calme, demande au professeur X de se taire. Il rappelle que la chasse aux sorcières est bel et bien finie et qu'il suffit de nettoyer les restes sur la Lune.
On voit alors Yamato se remémorer quand il veillait sur sa sœur Yuki, très mal en point. Yuki a toujours été à ses côtés et est devenue la plus jeune vice-directrice de l'histoire. Une fille incroyable, mais hélas pas assez pour empêcher la radiation des organes. Tout le monde en veut à Teta qui va bientôt mourir, y compris Yamato qui s'effondre en criant que Yuki n'a que 14 ans. Il se tourne vers Adonis, jurant de le faire payer et montre la puissance du bras du costume. Yamato veut continuer le combat et Adonis réalise à quel point il est coriace. Il tente de tirer mais la vitesse de Yamato est folle et son coup est terrifiant. Yamato ne comprend pas pourquoi Adonis soutiendrait les sorcières. Doroka se précipite vers Adonis qui rappelle au maladroit de toujours surveiller l'adversaire. Sage conseil, car Yamato prépare une attaque folle, mu par le désir d'une vie tranquille avec sa sœur après tout ça. La puissance de Yamato monte en flèche, il lâche une attaque anti-sorcière, fleur dispersée, qui tranche une foule de sorcières en deux, mais Adonis vide de justesse. Ophélia n'en revient pas de voir ses sorcières supprimées, elle est aussi inflexible qu'Adonis et se fait découper. Doroka est déchiquetée aussi, mais sa meilleure amie duplique son corps à la dernière seconde pour la sauver. Anna remercie Doroka pour son amitié, mais on voit qu'elle ne peut apparemment pas se dupliquer elle-même quand sa tête se défait. Pendant ce temps, le quartier général tente de joindre la force d'attaque, le signal vidéo ayant été perdu. On voit ensuite l'horreur totale. Carnage sanglant, Doroka en larmes. Elle veut que tout s'arrête, mais ce n'est pas fini. Adonis et Yamato tiennent toujours. Yamato rapporte que les sorcières sont neutralisées et il ne reste qu'à exterminer l'apprentie sorcière. Notre gars a encore de l'énergie et invoque une armure magique. Le combat démarre, Adonis modelant son armure à volonté. Il lance un coup si puissant qu'il claque le bras de Yamato, brise son épée et l'attend plein torse. Heureusement pour Yamato, sa combinaison, fruit d'une science humaine incroyable, répare son corps et son sabre. Adonis se moque des astuces, mais Yamato réplique que c'est mieux que la magie débile. Les dernières sorcières ont perdu espoir, mais le torse d'Ophélia n'en finit pas de jacasser en proclamant que ce n'est pas fini. Les autres, qui ont encore tous leurs membres, sont plus lucides. Leur mytho-arbre est réduit en cendres, donc extinction pour elles. Pourtant, une sorcière aux cheveux verts veut prendre la tête et galvanise le groupe avec un discours courageux. Elle a un plan génial pour soutenir Adonis et écraser les humains, plan qui s'effondre net quand un soldat arrive et lui ouvre un trou avec une balle. La manœuvre de supériorité numérique des humains paye. Ces soldats finissent les sorcières restantes. Le duel d'Adonis continue, mais Yamato se prépare à conclure en poussant sa tenue à l'output électrothermique maximum. Yamato fonce à la vitesse de l'éclair pour transpercer notre gars en plein cœur. Il se la raconte puis découvre qu'Adonis a invoqué une épée géante. Plus de plaisanterie, l'épée s'abat sur Yamato qui se retrouve à moitié anéanti. La connerie de la combinaison de Yamato lui annonce mage majeur. Mais Yamato se rend bien compte que son bras a disparu, la combi arrête l'hémorragie et Adonis note qu'ils ont tous deux la même lueur en le regard. Les dernières sorcières supplièrent Koto pour leur vie, mais les soldats s'apprêtent à en finir quand même. Yamato explique à Adonis qu'il est trop dangereux, il ne peut le laisser vivre. Adonis, sans peur, sourit froidement et dit simplement non juste au moment où Yamato porte le coup final. Au QG, tout le monde tente frénétiquement de retrouver le signal depuis la Lune, ignorant ce qui s'y passe. Ils sont stupéfaits de capter enfin quelque chose, c'est Yamato qui les choque en annonçant qu'ils ont gagné. Toutes les sorcières à la surface de la Lune ont été éliminées, les humains célèbrent. Mais quelque chose cloche, les yeux de Yamato ne sont pas rouges. On revient quelques instants en arrière, juste avant qu'il ne s'apprête à abattre Adonis. Adonis ne montre aucune peur, mais Doroka hurle d'arrêter tout de suite. Yamato, incapable de bouger son corps, reste incrédule tandis qu'Adonis admire l'étendue des sorts de Doroka. Elle a lancé le sort d'amour qui touche aussi tous les soldats. Elle se présente et Yamato donne son nom malgré lui. Sa bouche s'est ouverte sans qu'il le veuille. Il comprend alors combien le sort est dangereux. Les autres sorcières observent, pensant que Doroka pourrait renverser la situation à magie spéciale. Yamato exige qu'elle lève son charme, mais elle refuse. Notre héros, assoiffé de vengeance, veut du sang et ordonne à Doroka d'achever Yamato en lui arrachant la gorge. Yamato passe de la rage au choc quand Doroka lui tend simplement la main et supplie que les combats cessent. Elle veut qu'il serre sa main et promette de ne pas attaquer Adonis ni les autres sorcières. S'il fait cette promesse, elle libérera tout le monde du sort, mais notre protagoniste amer s'emporte en lui rappelant qu'ils ont tué Dana.
Son cerveau consumé par la vengeance ne comprend pas son geste, il la traite de folle d'envisager de laisser les humains partir vivants. Les autres sorcières approuvent pendant qu'il énumère les vies prises et la prévient que les humains la tueront probablement si elle ne les élimine pas d'abord. Yamato révèle lui aussi sa folie. Il admet qu'Adonis a raison et parvient d'une manière ou d'une autre à attaquer Doroka, lui ordonnant de connaître sa place et expliquant que les humains utiliseront leur science pour les exterminer tous. Il lui tombe dessus, pluie de coups, en lui reprochant sa naïveté d'avoir cru possible la paix entre eux. Pour les humains, les sorcières sont un fléau qui sème terreur et chaos, et leur simple existence détruit le monde. Yamato déverse toute sa colère en énumérant les dégâts causés par l'apprentie sorcière. Tant d'innocents tués et lui-même n'aurait jamais existé sans sorcière. Yamato veut que les sorcières acceptent enfin l'extermination. Les soldats peuvent de nouveau bouger et il se remémore que Yuki ne serait pas dans cet état sans les sorcières, puis il tabasse sans relâche. Contre toute attente, Doroka parvient à parler et lui répond que les humains ont aussi ôté d'innombrables vies, pas seulement ce massacre mais aussi l'extermination des sorcières 10 ans plus tôt. Elle comprend que les humains pensent ne plus avoir besoin des sorcières grâce à leur chère science, mais ne voit pas pourquoi il faudrait les exterminer. Elle rappelle qu'humains et sorcières furent amis et supplient. Doroka voudrait qu'il ordonne le retrait de ses hommes, mais Yamato est aveuglé par la rage. Elle relance son sort d'amour et il se sent déstabilisé. Pourtant, il se ressaisit et jure qu'un simple charme ne lui fera pas plier la volonté. Il lutte de toutes ses forces contre le sort, puis s'imagine enfant serrant Doroka dans ses bras, image que son enchantement simplifie encore. Les yeux pleins d'amour, il dit qu'il obéira avant qu'une lame ne lui traverse le crâne. Bien sûr, c'était notre protagoniste furieux. Il affirme que la vengeance est tout ce qui lui reste. Doroka, incrédule, fulmine contre Adonis, mais lui, obsédé par la puissance du sort, annonce qu'ils utiliseront sa magie pour anéantir l'humanité. Au palais royal, on informe le roi que la force d'intervention se bat toujours et qu'on ignore si les sorcières seront défaites. Elles résistent farouchement. Hélas, les communications avec le quartier général sont défaillantes, donc beaucoup de détails restent inconnus. Le roi demande encore s'ils vont vaincre les sorcières, alors le soldat terrifié lui répond qu'il croit leur victoire certaine. La reine se demande si l'apprenti sorcier est là aussi, et tous deux se réjouissent d'apprendre qu'il l'est. Le roi nous gratifie de sa moustache impeccable et ordonne à ses soldats de brûler les sorcières, et la lune entière si nécessaire. Ce maniaque génocidaire jubile en voyant l'agonie approcher pour toutes les sorcières et pour le morveux qui voulait venger l'humanité. Ce type qui faisait des discours convaincants il y a quelques épisodes perd totalement la tête maintenant, riant comme un dérangé. Il traite les sorcières de mauvaises perdantes pour s'être réfugiées sur la lune, mais elles ne pourront jamais échapper. Le roi veut des assurances de sa femme, il lui demande de lui dire combien il est incroyable et de le couvrir d'éloges. C'est son moment, il a enfin atteint son but d'exterminer les sorciers. Tout le monde fait ça. Le pauvre soldat qui a dû subir ce délire pense avoir entendu que l'état du roi se dégradait, mais il n'imaginait pas à ce point. Il est abasourdi quand la reine serre le roi que tout ira bien. Parfois le roi se comporte comme un bébé et a besoin d'être adulé. Elle le félicite d'avoir supporté tant de stress si longtemps et lui répète sans cesse combien il l'aime. On comprend alors pourquoi le roi est comme ça. La reine, étonnamment, lui jette un sort d'amour. Elle le loue d'avoir enfin éliminé les sorcières et lui suggère qu'il peut désormais en finir pendant que des gamins jouent un air et qu'elle le complimente en le faisant marcher comme un tout petit. Le roi s'amuse follement en se dirigeant vers le rebord, mais le soldat est choqué et se demande ce qui ne va pas. Le roi Gowith est complètement parti et explique qu'il a toujours donné à la reine ce qu'elle voulait. C'est vraiment le roi des soumis, prêt à donner sa vie pour la satisfaire. Fier d'avoir grimpé au meilleur endroit, il énumère ses grandes réussites pendant que le soldat... Il fit plusieurs avancées scientifiques et transforma l'empire de Redia en la nation la plus puissante du monde. Il éradiqua les sorcières et il fit tout cela pour sa reine bien-aimée. Gawet est totalement sous le coup du sort de simplification et déclare qu'il aimerait servir sa reine pour toujours. Bien sûr, la reine adore l'entendre, mais elle n'en a rien à faire de lui et lui ordonne simplement de se dépêcher et de sauter. L'empereur Gawet, moustache impeccable une dernière fois, se jette avec empressement du bâtiment. La reine lève le sort et on voit qu'il n'y a plus de retour possible pour le roi. Le soldat qui a tout vu appelle des renforts. Il y a clairement une sorcière dans le château, mais la reine assure que le roi a juste glissé et est tombé.
Elle applique sa magie de simplification sur le pauvre gars, qui se reprend et déclare que le roi est tombé accidentellement à sa mort. Shiro, le type de cette réunion avec le professeur X, était apparemment là depuis le début, et la reine lui dit de parler puisqu'il a visiblement quelque chose sur le cœur. Elle se demande si elle n'aurait pas dû ôter la vie au roi, mais Shiro s'en fiche et souligne que cette marionnette n'était plus nécessaire. La reine précise que son sort ne fonctionne que sur les hommes. Leur espèce est trop dangereuse pour elle, d'où leur élimination. Shiro lui fait remarquer que le monde peut maintenant être à elle, mais elle le traite d'idiot. Elle ne veut pas de ce monde. Il devrait déjà savoir ce qu'elle veut vraiment, et elle le menace de le tuer comme ses soldats s'il ne lui rapporte pas cette fois la vraie tête d'Adonis. Shiro promet qu'il ne la décevra pas, mais elle proclame qu'elle n'est plus une reine. Elle révèle alors sa véritable identité, la sorcière inconnue, Dorothée. Son but est de ramener quelqu'un, et on voit que cette personne ressemble à une version rousse d'Adonis. De retour sur la Lune, Doroka rejette le plan d'Adonis d'utiliser sa magie pour anéantir l'humanité. Adonis, manifestement dérangé, sourit encore et dit à Doroka de ne pas relâcher son sort. Il s'en prend aux soldats toujours immobilisés et leur ordonne de pleurer comme lui quand on a pris la vie de Chloé. Doroka le supplie d'arrêter, mais il est trop tard. Notre protagoniste tranche toutes leurs troupes. Doroka regarde, horrifiée, mais sait ce qu'elle doit faire. Elle n'a jamais voulu utiliser son sort sur lui, mais clairement, Adonis n'arrêtera pas autrement. Adonis apparaît instantanément devant elle et la menace de la tuer à nouveau si elle tente de lancer son sort contre lui. Il reprend son massacre pendant que les soldats supplient et Doroka tente de lui dire que ça ne changera rien. La vengeance ne fait que produire plus de vengeance. Adonis n'a pas envie de sermon, mais Doroka explique qu'elle est juste épuisée de toute cette bataille. Toute cette mort lui est insupportable, alors qu'Adonis, lui, ne s'arrête pas. Il achève tous les soldats, puis trouve Yamato pour lui voler son visage. Adonis jure d'exterminer les humains et change sa voix avec un sort pour ressembler à Yamato. On revient ensuite au présent où, se faisant passer pour Yamato, il fait au quartier général. Il raconte que le combat fut féroce et qu'aucune sorcière n'a survécu. Hélas, à part lui, aucun humain non plus. Yamato annonce qu'il revient seul et demande qu'on le ramène, mais Teta devine que la créature pas Yamato. Quelques sorcières témoins sont horrifiées quand on voit qu'Adonis porte le visage de Yamato comme un masque. Il ordonne à nouveau de le téléporter et promet de rapporter la tête de l'apprentie sorcière. Le haut du corps d'Ophélia est encore miraculeusement vivant et elle comprend que c'est bien le plan d'Adonis. Il essaie d'emmener Doroka avec lui car son sort serait très utile, mais elle refuse catégoriquement. Doroka doit aimer le danger, elle gifle Adonis et lui fait remarquer combien Chloé serait honteuse en voyant ce qu'il fait. Heureusement pour elle, Adonis ne devient pas fou sur le moment car Tation est déjà lancée. Le cœur d'Ophélia bat toujours, alors elle fait ses adieux à Adonis, cet enfant infiniment malfaisant des humains. Elle espère que Dieu le jugera pour ses crimes et s'excuse auprès des autres sorcières d'avoir failli à leur dignité. Ophélia quitte enfin ce monde et les royaumes en ruine. Doroka et Adonis sont téléportés et de façon totalement inattendue, Adonis s'excuse pour une raison inconnue. Au quartier général, on se prépare au retour de Yamato, mais Teta sait déjà que c'est Adonis qui va revenir et ils sont prêts. Elle jure de venger Yamato tandis que le compte à rebours atteint 0 et ordonne d'ouvrir le feu. Les tirs cessent peu après. Rien n'a été téléporté et on annonce que les coordonnées ont été modifiées. Son signal disparaît et les données s'effondrent, que son corps se délite. Elle comprend qu'il s'est échappé et dit à l'apprentie sorcière qu'il a gagné cette manche. Dans le désert, on retrouve Roka et Adonis. Adonis lui montre une constellation qui confirme qu'ils sont de nouveau à la surface. Notre garçon est couvert de sang mais animé d'un grand dessein. Il déclare qu'ils vont commencer la conquête de l'Empire Redia coûte que coûte en commençant petit, puis on voit ce qui s'est passé avant la téléportation. Doroka suppliait Adonis d'aider les sorcières encore vivantes sur la Lune, mais Adonis était trop occupé à utiliser sa magie de voix pour modifier automatiquement les coordonnées. Notre protagoniste vengeur décide alors d'attaquer ville et village sur la route de Redia. Ils vont aussi rassembler infos et provisions pour se préparer. Adonis pense déjà très loin et est prêt à bouger, mais Doroka n'en veut pas. Elle veut retourner voir les autres sorcières, mais Adonis la traite d'idiote. Aucune n'a survécu, selon lui. Elle refuse de croire qu'elles sont toutes mortes et lui demande de la renvoyer. Il l'insulte en la traitant d'enfant gâté, mais Doroka lui répond sèchement et lui demande s'il se regarde. Pour elle, il est clairement plus puéril, obsédé par sa vengeance. Adonis use alors de sa magie des souvenirs.
Il lui montre comment elle supplia Yamato de prendre sa main en promettant qu'il ne leur ferait plus de mal. Elle ne peut supporter de revoir son échec et Adonis comprend pourquoi Doroka ne collait pas aux autres sorcières. Les autres sorcières haïssaient les humains. Seule une psychopathie comme la sienne aurait voulu se réconcilier. Doroka avoue qu'elle a toujours voulu rencontrer Adonis pour savoir quel genre d'homme Chloé avait choisi comme apprenti. Adonis vivait entre deux mondes, elle espérait qu'il serait un pont humain et sorcière. Il était son seul espoir, mais elle se trompait complètement. Adonis réalise qu'elle ne le connaît pas et se demande jusqu'où il ira. L'humanité ne lui pardonnera jamais, pas plus qu'il ne leur pardonnera, donc la lutte ne s'arrêtera jamais. Adonis la fait taire et affirme que la vie de Chloé vaut plus que celle de toute l'humanité. Le monde qui lui a pris Chloé a commis une grave erreur et mérite d'être annihilé. Cette fille aux cheveux roses ne comprend pas sa rage et se demande jusqu'où il est prêt à aller. Elle lui reproche la disparition de toutes les sorcières sur la Lune parce qu'il a invoqué les humains là-bas, mais il réplique que les ramener sur Terre était la seule option. Toutes ses amies n'étaient que des pions dans son plan et Doroka refuse encore de croire à tant de froideur. Elle s'emporte, ces sorcières ont lutté pour survivre aux chasses et se retrouvent réduites à des pions dans son plan égoïste, mais Adonis la fait taire à nouveau. Il ne comprend pas qu'elle défende encore les humains après qu'ils aient d'écouter la vie à tant de ses amis. Adonis l'accuse d'avoir commis le pire crime contre eux, user la vengeance. Doroka répète que la vengeance ne réparera rien. Adonis, lui, s'en fiche maintenant. Il commence à s'éloigner en disant qu'il n'a plus rien à perdre. Doroka ne lâche pas l'affaire, elle le plaque au sol et lui rappelle qu'il tient toujours la vie que Chloé a tant protégée. Dans un monde si cruel, Doroka le supplie de ne pas laisser cela le changer. Elle ne lui demande même pas de pardonner les humains. Elle sait juste que s'il poursuit sa vengeance, son cœur se brisera et il deviendra comme ceux qui ont pris Chloé. Doroka pense qu'il a encore beaucoup à perdre, mais les deux ne se comprennent pas. La vengeance est la preuve de l'existence d'Adonis et la preuve irremplaçable que Chloé a vécu avec lui. Il a l'impression que si la vengeance cessait, toute trace de Chloé disparaîtrait et cette idée le terrifie. Doroka fond en larmes et Adonis lui fait remarquer qu'elle ne fait que pleurer. Ils commencent enfin à se comprendre un peu, mais Doroka voit que la santé d'Adonis décline vite. Un groupe de motards les aperçoit au loin et se demande s'ils viennent de s'enfuir pour se marier. Leur chef s'appelle Monsieur Point et c'est à lui de décider du sort à leur réserver. Un peu plus tard, Adonis se réveille dans un endroit étrange. Le pauvre commence à en avoir assez de se réveiller dans des lieux inconnus et tente de se souvenir de ce qui s'est passé. Il se rappelle que Doroka avait supplié les motards de l'aider alors qu'il perdait vite du sang et ne pouvait plus bouger. Monsieur Punch arrive pour l'accueillir et se demande, à la froideur dans les yeux d'Adonis, pas ôter la vie de quelqu'un. Ce type n'a aucune idée et lui propose juste à boire. Adonis refuse l'eau d'égout. Punch plaisante que c'est en fait la plus grande invention de l'homme. Adonis veut juste savoir où est Doroka et Punch explique qu'elle le gardait il y a un instant jusqu'à ce que quelques jeunes l'embarquent et Adonis ne plaisante pas, il réclame encore où elle est. Punch l'emmène dehors et le présente aux terres dévastées, un endroit rempli de gens venus de pays pauvres, de réfugiés et d'esclaves échappés de Redia. Tous ceux que la science a laissés sur le bord du chemin finissent là-bas, vagabonds et oubliés. À ce moment-là, Adonis entend la voix de Doroka qui supplie qu'on arrête. Elle est entourée d'hommes, il se demande ce qu'ils lui font. Punch dit qu'on voit rarement des femmes aux terres dévastées et grossièrement se moque en disant que la copine d'Adonis s'est hurlée. Adonis en a assez et fonce aussitôt pour secourir Doroka. Il s'apprête à anéantir toute la racaille mais reste bouche bée en voyant que Doroka apprend juste à conduire une moto. Elle demandait qu'on arrête la moto mais les gars l'encouragent à continuer. Doroka est heureuse qu'Adonis soit réveillé mais elle tombe la face contre terre. Inquiète pour ses blessures, elle a l'air elle-même bien amochée. Elle lui offre de petites figurines et s'excuse de ne pas avoir vu à quel point il était blessé. Notre garçon reste glacial et jette les bibelots. Punch annonce qu'ils vont faire une fête et fait aider le duo pour payer le sauvetage. Ce soir-là, tout le monde se saoule et Doroka sert à boire. Un vieux beau tente d'être charmant avec elle, mais elle le remballe. Adonis n'est pas d'humeur à faire la fête, Doroka en est un peu triste, et certains se demandent si elle n'est pas en conflit avec son petit ami. Elle essaie d'expliquer qu'ils ne sont pas en couple, sans convaincre. On veut connaître leur histoire, alors Doroka répond qu'elle et son ami voyagent autour du monde. Tout le monde rigole, surpris qu'ils visitent les terres dévastées, mais ils trouvent qu'elle est vraiment gentille. Au même moment, l'homme commence soudainement à s'effondrer.
Doroka ne comprend rien, mais Adonis les traite d'abrutis pour ne pas avoir fait attention à ce qu'ils mettent dans la bouche. Doroka craint le pire et se demande s'il les a empoisonnés. Ce n'est pas le cas. Il a simplement utilisé sa magie pour transformer leur alcool en tranquillisant. Doroka est soulagé que tout le monde soit encore en vie, mais Adonis réplique que ça ne durera pas et cherche une arme. Doroka le supplie d'arrêter et rappelle qu'ils ont été tous si gentils avec eux. Ils les ont sauvés du désert et leur ont même donné des soins. Adonis s'en fiche, mais Doroka insiste que sans eux, sa vie aurait fini dans le sable. Adonis dit qu'il ne va pas les tuer, seulement des qu'eux ne valent pas la peine. Il la choque ensuite en avouant qu'il n'a plus besoin d'elle. Elle veut des explications, il répond que contrairement à elle, il ne peut pas rire après avoir perdu quelqu'un d'important, il n'arrive même pas à se détendre ou plaisanter. Pour lui, ils sont fondamentalement incompatibles. Doroka justifie son comportement. Si les humains découvrent qui ils sont vraiment, ça tournerait mal. Ils doivent se fondre parmi eux, elle ne peut qu'on soupçonne qu'elle est une sorcière. Doroka rit pour faire bonne figure, mais il est impossible qu'elle aille vraiment bien après ce qui s'est passé. Adonis la fait taire à nouveau, lui ordonne de ne jamais devenir comme lui, puis s'en va. Le lendemain matin, Monsieur Punch se demande si le copain de Doroka est parti. Elle le corrige, Adonis n'est pas son petit ami et Punch ne peut s'empêcher de trouver son comportement gonflé. Il est parti sans même dire merci, laissant Doroka toute seule. Punch pense qu'elle a bien fait de rompre. Doroka, elle, voit en Adonis quelque chose que personne d'autre ne voit et sait qu'il est au fond très gentil. On voit ensuite Adonis, seul, repensant à tout ce que Doroka lui a dit. Tous ses conseils ont marqué ce protagoniste au cœur de pierre, mais ça lui déplaît. À cet instant, il aperçoit que quelqu'un le suit et se demande s'il n'a pas tranquillisant trop faible. Il soupçonne alors que ça pourrait venir de l'Empire Ready. Peu importe vraiment qui c'est, il se prépare au combat et jure d'en finir avec quiconque se mettra en travers de son chemin. Dans les terres désolées, Doroka est bouche bée quand Monsieur Punch révèle qu'il savait depuis le début qu'Adonis était l'apprenti de la sorcière. Doroka tente de nier, mais c'est inutile. Monsieur Punch explique qu'Adonis est devenu un homme complètement différent et qu'il a retrouvé un souvenir. Il était mourant dans le désert quand Chloé, la sorcière des glaces, et son jeune apprenti l'ont sauvé. Monsieur Punch affirme que le plus grand bonheur qu'un homme puisse connaître, c'est d'avoir quelque chose pour lequel se battre contre le monde entier. Ce type est le biker le plus sage que vous verrez et explique qu'on ne tranchera jamais la question morale de la vengeance. Adonis a choisi la vengeance et si cela le mène à la mort, c'est son choix. Il se demande ce que Doroka compte faire, elle répond qu'elle ne veut pas que d'autres meurent parce qu'elle n'a pas su protéger Anna et les autres. Doroka refuse de laisser Adonis mourir, alors Monsieur Punch s'étonne de la voir encore là à lui parler. On découvre que celle qui courait après Adonis, c'était en fait Doroka et il se demande si elle cherche à lui ôter la vie. Doroka promet de ne pas gêner son chemin et exige de pouvoir voyager avec lui. Adonis est stupéfait, Doroka explique qu'elle a réfléchi et pense qu'il a besoin d'elle. Voyager seul est dangereux et Pani rend le voyage plus court. Elle pense que tous deux y gagneraient, mais Adonis se demande juste pourquoi elle ne l'a pas arrêté. Il n'en revient pas de voir une fille aussi bruyante et part à sa poursuite. Enfin, une scène légère de cet animé, Adonis court après la turbulente Doroka. Monsieur Punch espère juste qu'Adonis ne fera pas pleurer Doroka et souhaite bonne chance à l'apprenti chéri de Chloé. Ailleurs, on voit des foules massées nouvelle cérémonie impériale. Surplombe la ville et se réjouit de sa tranquillité. Dans un stade, le 23e empereur de l'Empire Redia est célébré pour tous ses succès. En plus d'une moustache irréprochable, il a accéléré la civilisation humaine. Grâce à lui, il y a des trains futuristes et des portables. On n'a plus besoin du pouvoir des sorcières. Leur science et leur force militaire ont conféré de la grandeur à l'humanité. L'empereur Gowith était brillant, mais pas assez pour échapper à la mort. La nation était en émoi sans son chef intrépide, mais ça s'arrête maintenant. On se prépare à accueillir le nouveau monarque. Le compte à rebours commence et tout le monde attend impatiemment d'apercevoir leur dirigeant. Le compte à rebours s'achève et tout le monde acclame Sa Majesté, la reine Dorothée. La scène est assez surréaliste, ils hurlent tous et elle fait sa imitation d'idole K-pop. Sa prestation est diffusée partout. On voit que Dorothée lance son sort de charme sur toutes les fanbases K-pop qui regardent. Elle devient ultra populaire sur tous les forums et leurs copines. En plein show, Dorothée dit à ses nouveaux fans qu'elle les aime tous. Ailleurs, la diffusion atteint les régions les plus reculées. Un type sur son dragonphone note l'ironie. Dorothée est une sorcière et maintenant le monarque de l'humanité. Elle a exterminé les siens grâce à la science développée par les humains pendant qu'elle régnait comme reine.
Pendant ce temps, on voit des têtes tomber et Theta n'a pas la tournure des événements. Le gars au dragonphone se demande dans quel monde on vit et réalise que la sorcière Dorothée est encore plus folle que prévu. On comprend alors pourquoi Theta a été si bouleversée. Sa tête rejoint une pile. Non loin, Dorothée termine son numéro K-pop et des particules jaillissent de la foule. Elles convergent vers sa tête pour former une couronne et le stade explose pour leur nouvel chef. Pendant ce temps, dans les terres désolées, Shiro est follement heureux pour Dorothée. Mais son nez saigne, il est contrarié comme quand un pote d'enfance devient soudain populaire au bahut. Shiro a du boulot, mais il salue l'intelligence d'Adonis. Il a cassé l'appareil qu'il a pris à Yamato, donc Shiro ne peut pas le tracer. Il décide de le retrouver à l'ancienne et fait apparaître tout de main robotisée utile. On voit Adonis avec Doroka et on entend Shiro d'une voix étrange l'appeler « le garçon aimé par la déesse ». Adonis se demande ce que Doroka compte faire, lui qui refuse d'abandonner sa vengeance. Doroka ne peut s'empêcher d'essayer de changer ce cœur enragé et propose une idée. Il y a des gens bien, comme Monsieur Punch et sa bande, alors elle aimerait qu'Adonis ne pas les combattre. Rien ne peut changer le cœur glacé d'Adonis, il refuse donc. Il laisse Doroka l'accompagner, mais précise bien qu'elle ne doit pas lui faire obstacle, et Doroka a bien compris le message, alors elle se tait. Adonis veut qu'elle confirme que son sort d'amour peut faire tomber les hommes amoureux d'elle pour les contrôler. Elle confirme, alors il se demande pourquoi elle ne l'a pas utilisé sur lui. Le premier jour aurait été si facile. Il suppose qu'Ophélia lui a ordonné de le capturer coûte que coûte et qu'un sort aurait été la méthode la plus efficace. Pourtant, elle n'a pas lancé de sort et de le convaincre à la place. La réponse de Doroka est simple. Adonis n'aurait pas aimé que leur première rencontre se passe ainsi. Notre gars dramatique fonce dans le vide, ils ne se font étrangement aucun mal et ils réalisent qu'elle a raison. Leur première rencontre aurait vraiment été nulle. L'eau de la flaque se transforme en petite créature féerique, Doroka tend la main pour toucher ses bestioles, puis ils arrivent dans un endroit abandonné appelé Sandland. Le lieu est en ruine, donc Doroka suppose qu'il n'y a personne. Adonis la fait rester pendant qu'il explore, mais elle ne veut pas être laissée seule. Il remarque enfin son sac blanc et elle explique que Monsieur Punch lui a donné des affaires de première nécessité. Des trucs de camping typiques, même une petite tente bonhomme de neige sympa. Doroka trouve ça chouette, mais notre gars a des choses à faire. L'endroit fait vraiment désert, demande s'il n'y a pas des fantômes. Adonis constate qu'il n'y a pas de traces de combat malgré les vitres brisées partout et se demande pourquoi il n'y a personne. Le poste de police est aussi le plus gros bâtiment de la ville, il espère y trouver des infos. Doroka panique au premier signe d'une souris, Adonis n'est pas amusé. Elle s'excuse puis s'embarrasse encore en continuant de paniquer, traverser le plancher et la cerise sur le gâteau et elle s'excuse de nouveau. Adonis la prévient qu'il la laissera derrière si elle continue à faire trop de bruit. Ils atteignent enfin le deuxième étage vivant quand un hologramme leur demande s'ils ont besoin d'aide. Et bien sûr, Doroka perd, croyant voir un fantôme. Adonis fait remarquer que ce n'est qu'un hologramme, mais Doroka prétend ne jamais avoir entendu parler d'un certain monsieur hologramme. Adonis doit expliquer à cette fille perdue que c'est juste une image dimension, puis ils repartent. Elle s'excuse pour une raison étrange auprès de l'hologramme, puis file en courant parce qu'Adonis la laisse déjà derrière. Ils fouillent encore mais ne trouvent rien d'intéressant jusqu'à tomber sur des cellules ou à prison. Adonis s'arrête net en entendant un bruit et dit à la patate aux cheveux roses de se taire. Quelqu'un chante et gratte la guitare, une chanson d'amour bien triste, et ils découvrent un homme enfermé dans une cellule. Doroka tente d'attirer son attention sans succès. Adonis a l'air déçu, alors elle recommence en ajoutant un peu de graves à sa voix. Le rocker prisonnier sursaute, stupéfait. Il ne devrait y avoir personne dans la ville, mais Doroka explique qu'ils ne sont que des voyageurs de passage. Le pauvre homme manque faire une crise, alors Doroka s'excuse pour la 10e fois dans l'épisode. L'homme s'étonne de leur présence, il refuse de croire qu'ils visitent juste des ruines abandonnées. Adonis trouve encore plus étrange qu'il soit tout seul. Mais ce type façon Johnny Depp dit qu'il n'a pas le choix, il est prisonnier. C'est une raison valable, mais on devine une autre personne dans la cellule avec lui. Doroka demande pourquoi Adonis s'en va déjà et lui répond qu'ils n'ont rien à faire ici et que cet endroit le dégoûte. Le Johnny Depp de basse catégorie sourit à la remarque d'Adonis.
Tout le monde disait la même chose en quittant la ville. Tout a basculé après l'expansion des engrenages. On jurait qu'on ne vivrait plus comme avant. La sorcière Abispochka a disparu. Chacun a plié bagage et fui au plus vite. Il souligne qu'à notre époque, on suit simplement celui qui hausse le ton le premier. Adonis n'écoute guère et se demande juste. Une ville appelée Mamouda est à 70 km. Alors Doroka s'excuse encore une fois et ils partent. Elle craint que l'homme ne meure de faim et pense qu'il devrait le libérer de sa cellule. Adonis dit que ça ne les regarde pas, mais Doroka a l'air d'avoir oublié qu'elle n'a pas à s'immiscer entre nos gars et leurs affaires. Elle veut au moins donner de la nourriture aux prisonniers, mais Adonis se demande si la cellule était même fermée à clé. Adonis a compris la vérité, mais il ne la dit pas à Doroka. Il se contente d'affirmer que le couple en cellule n'a pas besoin de nourriture, mais de paix et de silence. Doroka ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre, et l'on voit que la femme de l'homme est déjà décédée. Le pauvre homme a clairement perdu la tête. Il rassure sa femme que les étrangers sont partis, puis fond en sanglots. Tristement, il lui dit que tous ceux qui l'accusaient l'ont enfermé sont partis. Il serre dans ses bras l'amour de sa vie et jure qu'ils seront enfin réunis pour toujours. Il s'excuse de n'avoir pu la protéger et Doroka semble enfin comprendre la situation. Adonis décide que la ville n'a de place que pour les 2 prisonniers. Il est donc temps de filer vers Mamouda. Nos 2 compères traversent le désert et arrivent enfin à cette destination au charme particulier. Ils doivent passer par une porte d'immigration plutôt accueillante et Doroka se demande si Adonis compte vraiment y déclencher une bagarre. Lui, bien sûr, veut se battre partout, tout le temps, mais elle craint qu'une grande ville comme celle-ci regorge de soldats et d'armes. Obsédé par sa revanche, Adonis ne capte pas son raisonnement. Elle s'inquiète simplement qu'il n'en réchappe pas. Cette génie aux cheveux roses propose alors une idée à pierre-feuille-ciseaux. Le perdant devra un service au gagnant, mais Adonis en a la coup assez d'écouter cette fille et refuse. Elle insiste, puis se tait net quand il réalise que Mamouda est par de vrais hommes de goût. L'endroit est en ruine et Adonis fulmine. Encore un lieu où il ne pourra rien venger. Ils doivent freiner sec car une femme se tient sur la route et Adonis prévient Doroka de faire attention. Doroka craint que cette dame n'ait plus beaucoup de temps. La femme dit qu'il faut se dépêcher. Doroka pense qu'elle fuit quelque chose, mais Adonis voit qu'il ne s'agit pas d'une humaine et ordonne à Doroka de fuir aussi vite que ses ridicules jambes le peuvent. Doroka décide finalement de rester plantée là et la femme se révèle être une sorte de robot. La machine l'analyse et conclut qu'elle bat sur l'indice de plaisir. C'est étrange, mais le robot, pris de panique, juge qu'il a besoin de plaisir quelle qu'en soit la source. Heureusement, Adonis l'abat avant qu'il n'agisse et lui tire une balle dans le corps mécanique. Le robot s'éteint tristement et Adonis explique que c'était une Madoa, une poupée mécanique faite pour être un jouet humain. L'animé prend une tournure bizarre quand on entend d'autres poupées échafauder un complot à l'intérieur du bâtiment. Notre garçon décide d'aller enquêter et demande à Doroka d'attendre dehors pour une raison quelconque. Doroka veut l'accompagner, mais il se fâche et lui ordonne de ne pas agir sans permission, d'examiner tout ce qui se trame. Il lui rappelle qu'il la quittera si elle devient trop pénible et lui dit de crier si elle a besoin d'aide. Doroka attend sagement dehors, mais panique en découvrant une pile de Madoa entassée comme des déchets. Adonis explore le bâtiment avec une lampe et on découvre que Doroka est vraiment nulle pour obéir puisqu'elle l'a suivi. Elle se répète qu'elle a une bonne raison d'avoir désobéi. Elle a promis à Punch de protéger Adonis. Elle se ment en se disant qu'Adonis ne la laisserait pas dans un endroit pareil, puis se rappelle brusquement qu'il l'a effectivement laissée avec des inconnus. Elle se persuade qu'il ne lui ferait pas de mal, mais se souvient qu'il a failli l'étrangler. À ce moment-là, Adonis la trouve et, bien sûr, s'énerve. Elle ne le prend pas au sérieux et en vient même à penser qu'elle l'irrite volontairement, puis lui fait un long discours sur qu'ils doivent rester ensemble. Ce serait plus sûr et elle a le sac avec toutes leurs provisions. Étonnamment, Adonis accepte et se contente de dire qu'ils ne doivent pas le gêner, puis il continue d'enquêter vers une pièce qui pue et d'où sort un bruit qui me vaudrait une suspension sur YouTube. Pour une raison étrange que je ne comprendrai jamais, il décide d'entrer dans la pièce. À l'intérieur, il découvre que ces robots fous ont développé des liens avec quelqu'un jusqu'à sa mort. Les robots avouent qu'ils veulent juste être aimés et Adonis qu'ils ont développé une conscience d'eux-mêmes.
Ils n'arrêtent pas de se lier à ce cadavre et ne comprennent pas pourquoi ils ont été créés. Adonis n'a pas la réponse à leur origine, mais il sait pourquoi il faut les détruire. Il réduit le centre commercial en ruine et un des robots le remercie tristement d'avoir mis fin à leur misérable existence. Ailleurs dans le désert, 2 membres d'une unité d'espionnage spéciale s'approchent rapidement d'un poste de contrôle. Ces collégiennes en haillons en ont ras-le-bol des soldats sur le qui-vive et décident de foncer à travers eux. Elles se reconnaissent non par des numéros, alors le 5 dit au 6 de se préparer. 5 élimine la plupart des soldats en un instant et 6 finit le dernier. D'autres soldats idiots croient surprendre ces filles, mais ils se retrouvent allongés par terre, morts. Les filles regardent leur œuvre et traitent les soldats Redus de pitoyables. Adonis se souvient de la sorcière suprême Ophélie qui disait que la science révèle la vraie nature de l'humanité. Dans un monde où l'on peut créer n'importe quel jouet, il était inévitable que quelqu'un invente des robots capables de créer des liens. Il trouve les mêmes entraves que Doroka portées au camp de concentration Redian, et Adonis révèle que cette nation a troqué ses propres femmes contre ses robots. À un moment donné, Adonis a visiblement appris la mécanique. Il bricole un véhicule et explique que la cité de Mamouda a sans doute sacrifié toutes ses femmes. Filles et épouses échangées contre des robots, ce qui nourrit la rage vengeresse du protagoniste. Évidemment, cela a entraîné la chute de la nation. Sans femmes, pas de génération suivante. Ce n'est pas le seul pays à avoir sombré ainsi, et cela le révulse. Les 2 récupèrent des pièces que Adonis a prises sur les voitures et vont vers le tas de robots. L'ingénieur génial explique qu'il prépare un EMP improvisé, mais la naïve Doroka n'en comprend rien. Adonis simplifie. Il va mettre ce tas de robots hors d'état de nuire, les faire taire pour de bon. Doroka s'inquiète bien sûr pour ces robots inertes qu'on blesse, mais Adonis explique qu'ils ne ressentiront qu'une petite décharge. Il utilise sa magie écrite et fait tenir le haut-parleur à Doroka. Des spams, des vagues de MP enveloppent les automates. Doroka envoie même un qui les remercie. Le sale boulot est fait et elle est soulagée qu'Adonis soit là avec elle. Au-dessus, 2 filles dangereuses les observent et reconnaissent que Taras que c'est plus recherché de l'Empire Redia. C'est l'immonde apprenti sorcier, mais les 2 n'en croient pas leurs yeux. Ce mec serait juste un ado. 6 dit à Fiv de ne pas le sous-estimer, il a déjà causé pas mal d'ennuis à l'Empire Redi. Il a massacré un nombre inimaginable de citoyens et anéanti même l'unité d'élite lancée à ses trousses. Apparemment, ces 2 peuvent rien gérer qui touche aux sorcières. Pourtant, 6 précise qu'un empereur nommé Suzure leur a ordonné de capturer tout ce qui pourrait contenir Redia. Elles espèrent une récompense si elles réussissent et se demandent si elles pourront même vivre dans la capitale. 6 semble tenir profondément à son acolyte numéroté et assure qu'elle vivra n'importe où tant qu'elles seront ensemble. Sur ces mots, elle décide d'aller affronter l'apprenti sorcier. Numéro 6 ordonne à numéro 5 d'emmener Adonis pendant qu'elle élimine la fille, mais Five lui rappelle qu'elle est l'aînée et commande. Pendant ce temps, Shiro les observe en pervers et arbore un sourire de psychopathe. Adonis et Doroka terminent de sauver le monde d'une prise de contrôle robotique et se préparent à partir. Les sœurs numérotées qui les poursuivent, elles, se font interpeller par Shiro. Elles exigent de savoir qui il est, mais le voyeur n'a aucune réponse. Pour ces filles, l'absence de réponse équivaut à une menace, alors elles attaquent aussitôt. Pendant ce temps, Doroka creuse une tombe pour les Madoa et leur souhaite le paradis des robots. Adonis, lui, n'est pas aussi naïf qu'elle et explique que leurs condoléances ne changeront rien. Faire des tombes et prier, c'est juste une manière pour les vivants de faire le deuil. Rien de plus. Adonis saute sur l'occasion et dit que si elle veut vraiment honorer les Madoa, il faut faire ce qu'il aime le plus, se venger de toute l'humanité par une extinction massive. C'est un peu trop extrême pour elle, alors ils décident poliment de rester sur leur position. Doroka prie devant une pierre tombale qu'elle a faite pour les sorcières, et Adonis se dit que c'est parfait pour qu'elle reste là pour toujours. Elle adore pleurer et cette ville offre 1000 raisons de verser des larmes. Doroka n'en revient pas qu'il ait dit quelque chose d'aussi brutal, mais Adonis ne se retient jamais. Il lui rappelle que la vie de tous leurs amis a pris fin parce qu'il a amené les humains à la base lunaire. Elle ne devrait même pas vouloir voyager avec lui, c'est sa dernière chance de rebrousser chemin. Ce moment tendu est coupé quand Doroka, visiblement indifférente, lui montre les 2 petites poupées qu'Adonis avait rejetées. Il pensait pourtant s'en être débarrassé. Doroka explique qu'elle ne veut tout simplement pas le blâmer ni se battre davantage. Elle admet que les sorcières tentaient de l'utiliser, obsédées par la fabrication d'artefacts magiques contre les humains, ce qui les a poussées à enlever Adonis. Elles ont essayé de le pousser à ressusciter Chloé, ce qui équivalait presque à une trahison à son égard.
Adonis décide qu'il est temps de partir et, en s'excusant, montre que Doroka continue de le changer petit à petit. Il exige qu'elle se débarrasse de ces stupides petites poupées, mais elle en est plutôt fière, miniature d'eux-mêmes. Adonis aimerait qu'elle ait une autre compétence, elle révèle qu'elle sait chanter, et lui demande juste de ne pas le faire en voyage. Ils sont immédiatement choqués quand Shiro apparaît devant eux pour la première fois. Il leur demande d'arrêter de flirter parce que ça le rend jaloux, et Adonis comprend tout de suite que c'est un ennemi. Il n'en croit pas ses yeux qu'on les ait retrouvés si vite. Adonis se prépare au combat, mais Shiro montre sa dangerosité en détruisant complètement leur moto, et l'on voit qu'il a éliminé les sœurs numéro. Il se présente comme quelqu'un d'important. Bien sûr, Adonis ne connaît pas la peur et